Bonsoir à tous. Alors, je dois être en direct normalement. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous m'entendez bien ou si vous me voyez pour que je sois sûre que ça fonctionne correctement. Je ne vais pas le cacher, l'informatique. J'avais pour habitude de savoir m'en servir. Maintenant, je sais mieux me communiquer avec les chiens qu'avec l'informatique. Merci Aurélie. Super. Bonsoir Aurélie. Donc ce soir, nous allons parler de la protection de ressources d'un point de vue plutôt canin, mais aussi d'un point de vue général. Il faut déjà, bonsoir, déjà comprendre de quoi il s'agit. La protection de ressources, c'est le fait qu'un être ne souhaite pas partager. Ça va être un objet, une personne, un lieu, de la nourriture. Quand je dis ne souhaite pas partager, il peut y avoir autant une réaction d'évitement qu'une réaction hostile. À aucun moment, il ne va être question de donner accès. Pas plus tard, pas avant, pas jamais. C'est à moi, je garde. Alors est-ce que c'est vraiment typiquement canin? Eh ben non, les humains aussi font de la protection de ressources. Vous voulez avoir une démonstration? Je vous conseille de venir déjeuner avec moi, manger avec moi et approchez votre main de mon dessert. Tentez-le, peut-être, vous verrez. C'est juste à vos risques et périls, mais vous pouvez le tenter. Si en plus vous avez le malheur que ce soit du chocolat, euh, téléphone, vous êtes souvent à laisser votre téléphone traîner comme ça? Oh, personnellement, ça m'est déjà arrivé. Bonsoir Julia. Oui, le live sera disponible en replay. Si vous n'avez pas la possibilité de le regarder entièrement ou même juste d'y assister tout court, il sera sur la page et il va rester sur la page. Oui, Isabelle, les champignons. Ah, ça, c'est une grande histoire, Isabelle et ses champignons. Alors, on parle de champignons alimentaires qui se mettent dans une assiette, hein, donc qu'on soit bien d'accord. Je ne connais pas les subtilités physionomiques d'Isabelle pour parler d'autres types de champignons. Donc, oui, l'humain va en faire. Ça m'est arrivé d'être témoin de vol dans le métro. Bah, la personne, elle n'a pas dit «Oh, c'est ok, je vais partager mon téléphone». Non, elle l'a récupéré, elle l'a retenu. Votre voiture, vous laissez traîner vos clés. Euh, Votre maison, vous laissez la grande porte ouverte. Il y a beaucoup d'histoires comme ça où on va se battre pour garder ce qui est à nous. Euh, c'est un comportement normal. Ça aussi, fait partie aussi de la survie. Si après tout, j'ai de la nourriture dans mon assiette et qu'on me la prend, qu'est-ce que je mange? Si dès que je m'absente de ma maison, quelqu'un d'autre s'y installe, comment je me protège? Comment je m'abrite? On fait aussi de la protection de ressources. C'est un comportement tout à fait normal, y compris chez le chien. Alors, certaines études, il faudrait que je vous retrouve les liens, montrent qu'il peut y avoir des prédispositions génétiques chez certains chiens pour faire davantage de protection de ressources. La race dont il était question dans cette étude concerne le Golden Retriever. Je n'ai pas plus d'informations sur les autres races, ni sur si un Golden est croisé avec une autre race. Euh, le chien va manifester la protection de ressources, comme je disais tout à l'heure, sur des jouets, un coussin, des chaussures, des sacs à main, peu importe s'il considère que c'est vraiment à lui ou pas, il s'approprie l'objet. Ça peut être aussi un placard, une pièce entière, son dodo, votre lit, le canapé. Cela peut être la voiture, cela peut être vous-même, une autre personne. On va voir après pour les subtilités sur chacun des éléments.
Il peut réagir de deux façons. Vous avez le chien qui ne veut pas partager son jouet et vous allez lui courir après pendant longtemps. Encore longtemps. En fait, vous êtes encore en train de courir après votre chien parce qu'il veut tellement pas partager son jouet qu'il ne le lâchera pas. Vous pouvez essayer de lui apprendre le tu lâches, ça marchera bien. Le tu donnes aussi, mais pas sur cet objet-là. Ça marchera jamais parce que ça c'est à lui. Euh, et vous pouvez avoir le chien en fonction de sa tolérance ou plutôt de son intolérance qui va grogner, qui va se tendre, qui va potentiellement aussi venir à votre rencontre et vous mordre en fonction de la distance. Soit vous êtes loin à l'entrée de la pièce alors que lui il est à l'opposé, soit vous êtes près. Euh, et dans ce cas-là, il va montrer un comportement hostile. C'est ce qu'on peut aussi retrouver chez l'être humain, si on peut comparer avec parfois des bagarres qu'il peut y avoir parce que quelqu'un va draguer le partenaire de quelqu'un d'autre et le partenaire n'est pas content, donc il s'énerve après. Euh, il peut y avoir des causes, comme je disais, génétiques, il peut y avoir des causes tout autres. Est-ce que le fait de mettre sa main dans la gamelle du chien va lui apprendre à partager? En fait, pas forcément. Potentiellement, ça peut apprendre que vous trifouillez sa gamelle, qu'il n'est pas tranquille pendant qu'il mange. S'il n'a pas de problématique de partage, il va juste accélérer parce que vous faites un truc bizarre avec sa nourriture. On va voir sur les solutions comment faire de la prévention et aussi comment potentiellement modifier si votre chien fait de la protection de ressources et en fonction du type de protection et de comportement surtout qu'il va montrer. Donc les causes peuvent être aussi l'hostilité qu'on va montrer vis-à-vis d'un objet, l'intérêt que nous-mêmes on va montrer sur cet objet, qui va accentuer le désir du chien de se le garder. On parle bien d'un chien qui ne fait pas un caprice. C'est pas c'est à moi, je l'ai attrapé en premier. Non, c'est vraiment je m'approprie cet élément et jamais tu ne l'auras. Alors, les subtilités, c'est si on parle d'un jouet ou d'un objet, est-ce qu'on parle d'un apprentissage où en fait on a appris au chien qu'on allait lui courir après ou que s'il le cède, on lui rend jamais. Ah ouais, alors là, c'est... En même temps, moi, si je vous prête quelque chose et que vous ne me le rendez pas, si j'arrive à le récupérer, je vais pas avoir confiance en vous et je vais jamais vous le rendre non plus. Euh, on peut avoir donc cette subtilité de l'apprentissage du chien. On peut avoir, quand il s'agit d'un lieu, simplement un confort pour le chien. Par exemple, c'est un placard où il se sent protégé, où personne ne vient l'embêter à cet endroit-là quand il veut pouvoir dormir, pour pouvoir être au calme. Euh, et c'est qu'il a appris que cet endroit, c'est pour lui. Donc finalement, on a insidieusement renforcé les comportements quand il est là, où il grogne, ok, je te laisse tranquille. Hop, et voilà, ok, j'ai compris, ce lieu, il est rien qu'à moi. Les humains viennent de me le confirmer. On peut aussi avoir, et il faut faire la distinction, quand le chien fait de la protection de ressources sur un humain. Alors il va y avoir plusieurs distinctions à faire. C'est de la protection de ressources, ce n'est pas de la protection de personne. C'est-à-dire qu'il ne cherche pas à savoir quelles sont les intentions de l'autre personne qui est en face. C'est juste, vous êtes à lui et l'autre personne ne peut pas vous approcher. Même si la personne montre de bonnes intentions. Ce qui est l'inverse d'un chien qui chercherait à vous protéger, qui vérifierait déjà les intentions de l'autre personne, pour ensuite la laisser éventuellement approcher et vous partager avec elle. On va aussi avoir la subtilité avec le chien qui peut montrer ce qu'on appelle de la jalousie. C'est mais moi aussi je suis là, mais je suis pas sûre de ce que tu vas faire. Est-ce que tu cherches à voler? Mais si moi on m'exclut, ou si le chien se met entre deux personnes pour profiter d'un instant, on n'est pas sur de la protection de nos ressources. On est juste sur un chien qui veut
être inclus, parce que ce sont des animaux sociaux, donc il veut être inclus dans votre activité, même si l'activité c'est être assis sur le canapé à regarder la télé. Donc c'est pas qu'il vous garde, c'est juste que dans ce cas-là, il veut partager. Concernant les choses à mettre en place, ça va dépendre de à quel point ça vous dérange. Ça va dépendre si c'est un jouet à lui et qu'en fait il veut juste pas le partager et qu'il n'y a pas d'hostilité de la part du chien. Est-ce que c'est vraiment un problème finalement dans ce cas-là? Si c'est de la nourriture, mais que le chien mange dans son coin et que vous pouvez circuler autour et que personne n'embête le chien. La difficulté, c'est si dans ce cas-là, il se met à manger beaucoup plus vite pour être sûr qu'on ne lui vole pas. Parce que oui, le chien qui fait de la protection de ressources va considérer toute personne qui s'approche d'un élément qu'il considère comme une ressource à lui, comme un voleur. Donc, il n'est pas à considérer que votre action, même s'il vous adore dans la vie de tous les jours, que votre action est une action bienveillante de vous approcher de quelque chose qu'il considère à lui. Non, votre action est là pour le voler. Et c'est là que j'ai mon petit assistant, Bluey. Oui, je donne des noms à mes peluches. Va pouvoir m'aider à expliquer certaines choses. Donc supposons que Bluey adore les crayons. Bluey prend un crayon, mais c'est son crayon de base. Et il fait que s'éloigner à chaque fois de moi. Je vais juste considérer que dans ce cas-là, il va jouer de façon indépendante avec son crayon. Est-ce qu'il y a vraiment un problème à ça? Maintenant, le problème, c'est si je circule autour ou s'il s'approche de moi et qu'il montre de l'hostilité juste parce que je bouge. Alors, est-ce qu'il montre de l'hostilité parce que je bouge et que c'est une surprise pour lui, qu'il ne supporte pas la surprise? Dans ce cas-là, c'est la surprise qui est attrayée par tant la protection de ressources. Par contre, supposons maintenant que le crayon soit à un bout d'une pièce et Bluey à l'opposé. Et que juste parce que je passe pas loin du crayon, Bluey considère, alors qu'il est à l'opposé, que je suis déjà trop près et décide de m'attaquer. Là, ça devient vraiment problématique. Ça veut aussi dire que sa zone de tolérance est extrêmement réduite, alors que sa zone d'intolérance est énorme. Et c'est là où ça va importer de connaître votre chien, de connaître comment il réagit déjà, s'il réagit avec hostilité ou avec évitement, quel niveau d'hostilité, est-ce qu'il va y avoir surtout des contractions musculaires, est-ce qu'il va grogner, est-ce que potentiellement il va monter à l'attaque, c'est-à-dire vraiment vous pincer, vous mordre, est-ce qu'il va y avoir une blessure, ou est-ce qu'il va y avoir beaucoup d'esbroufs où il va grogner, se monter impressionnant, vous charger mais ne jamais aller au bout. Il peut y avoir beaucoup de choses qui se passent. Il peut très bien être figé. Plein de petits signes vont montrer comment votre chien se situe et comment il peut s'exprimer vis-à-vis de ça. Avant toute chose, si votre chien a déjà montré des signes, je vous conseille, c'est déjà de voir sur quels éléments. S'il n'en a pas encore montré, que vous craignez qu'il en montre. Tout simplement, on va lui apprendre le partage. Il aime les crayons, je lui propose un crayon et puis je lui propose un stylo. Je lui montre que plein de choses sont intéressantes. Pas juste une, plein de choses potentiellement. Et comment interagir avec le crayon et moi peut être extrêmement amusant. Je suis toujours dans l'échange. Je prends, je donne, je prends, je donne. Je ne fais pas que prendre. Si c'est vis-à-vis de la nourriture, je peux garder, alors peu importe comment vous nourrissez votre chien, que ce soit avec des croquettes, avec de la pâtée, avec de la popote de la ménagère, avec du baf, vous gardez un petit peu d'aliments de côté et puis potentiellement vous passez à côté de la gamelle quand il mange et vous déposez. Si vous craignez une réaction de votre chien, vous déposez d'un peu plus loin. Comme ça, il voit que votre approche, votre proximité rajoute quelque chose,
Vous n'êtes plus voleur, vous êtes donateur. Ouh, vous devenez particulièrement intéressant dans ce cas. Et oui, parce que si vous vous éloignez, vous ne donnez plus rien. Alors là, vous n'êtes pas intéressant. Par contre, vous approchez, oh, il y a un peu plus dans la gamelle. Ça, c'est pour la prévention. Mais ça va être la même chose pour le cas où votre chien réagisse de façon hostile. Si jamais c'est juste de l'évitement, vous pouvez très bien faire comme j'expliquais sur l'échange. Je l'ai fait avec un chien où il avait cette tendance à garder une de ses balles. La chance, c'est que ses maîtres avaient plusieurs balles de la même couleur, de la même forme avec lesquelles il aimait jouer. Eh bien, si j'avais le malheur, quand il décidait qu'il ne voulait pas partager, de m'approcher, il allait encore plus reculer. Donc il était uniquement, lui, dans l'évitement. Vous étiez très fort si vous aviez déjà deviné ce que j'allais dire. Donc ce qui était important pour moi, c'était de lui montrer, bah, oui, je m'apprête à prendre cette balle, mais en fait c'est pour jouer avec une autre, qui est la même valeur. Toujours que ça ait la même valeur. Parce que évidemment, moi, si vous me prenez un billet de 20 € mais que vous me donnez un billet de 5 à la place, bah, en fait, je vais pas être d'accord. Si vous me prenez un billet de 20 et que vous me donnez deux billets de 10, pourquoi pas? Je vais pas m'accrocher à mon billet de 20 puisque vous me donnez quelque chose d'autre de la même valeur. Donc, j'ai joué comme ça avec le chien. On a échangé de la balle. Donc, pour lui, au fur et à mesure, l'intérêt de la balle devenait l'intérêt du jeu. Donc, il la gardait moins puisque quand je m'approchais, c'est pour pouvoir lui proposer autre chose. Que ce soit une autre balle, mais surtout un autre type d'interaction. Si votre chien est plus dans l'hostilité, je vais vous conseiller, c'est d'agir à distance. Personnellement, j'utilise les friandises. Il y a plusieurs raisons. Déjà, la première, c'est que les chiens n'ont pas besoin d'apprendre à apprécier les friandises. Alors qu'une caresse, qu'un jeu, qu'un jouet, des choses comme ça, il y a besoin d'un apprentissage. Je peux rencontrer des chiens qui ne savent pas jouer, qui n'aiment pas jouer, qui, en plus, si c'est dans l'interaction, l'autre difficulté avec le jeu, le jouet, la caresse, c'est que vous avez besoin d'être à proximité, surtout pour la caresse, parce que la caresse, c'est compliqué si je suis là pour caresser le chien. Alors que la caresse, j'ai besoin que ce soit sur son corps. Sauf que si vous avez un chien qui va garder son crayon et je viens pour le caresser alors qu'il a une réaction hostile, eh ben, au revoir les petits doigts. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais évaluer à quelle distance mon chien est attentif à moi, mais n'est pas en survigilance. Il n'est pas, oula, toi, approche d'un demi-millimètre et je te charge avec les dents en avant et planté. Non, juste qu'il soit intrigué par ma présence. Et je vais envoyer une friandise près de lui. Toujours à même distance, un petit peu plus loin de l'objet qu'il va vouloir protéger. Moi, personnellement, je ne bouge pas. Ce que je veux, c'est déjà établir qu'à cette étape-là, il est à l'aise. Ensuite, je vais envoyer et toujours près de son objet et je ne bouge pas. Une fois qu'il montre qu'il est à son aise, je vais m'avancer un petit peu. Mais toujours en faisant attention à regarder correctement son langage corporel. Et je vais faire de même. Ça peut très bien être un autre moment. Ça peut être très lourd. Il faut avoir conscience que ce genre de travail pour un chien, c'est pas juste comprendre que parce qu'il ne vous charge pas, parce qu'il n'a pas de réaction hostile, bah il est récompensé. Non, il n'est pas juste question de renforcer des comportements. Ce dont il est question, à ce moment-là, c'est d'associer votre présence et votre approche à quelque chose de positif. Ça va être toute une modification dans son cerveau de comment il perçoit votre personne comme une menace ou non. Donc c'est dans ce cas-là son cerveau qui va changer de attention, danger à ouais, pourquoi pas. Donc il est important d'évaluer et d'évoluer au rythme du chien. La friandise vous permet d'avoir une zone de sécurité. Supposons que Bluey, avec son crayon,
va tolérer ma présence. Allez, jusqu'au stylo. Je peux m'avancer là. Donc c'est à partir de là que je vais travailler l'envoi des friandises. Pas là parce que pour lui ça n'a pas d'intérêt. Et là, en fait, je suis déjà dans une zone. Oh, pardon, je suis déjà dans une zone où il risque de réagir et où il est déjà en train de m'évaluer comme une menace vis-à-vis de son petit crayon. Donc, je vais toujours. L'objectif pour moi, c'est de réduire de plus en plus sa zone d'intolérance. Et une fois que je peux être à proximité, je ne vais pas prendre et m'en aller. Non, je vais prendre, s'il me laisse faire, et lui rendre, même l'inviter à le reprendre. S'il me le reste, m'autorise à nouveau à le reprendre, je lui redonne. S'il veut partir et jouer avec, soit. Comme ça, il voit que quand je m'approche de cet objet, ce n'est pas systématiquement pour le lui retirer. Il est important dans ce cas-là d'y aller le plus possible par étapes. Ne pas brûler d'étapes. Maintenant, supposons que votre chien fasse de la protection de ressources sur un élément qui peut potentiellement être dangereux pour lui. Ça peut arriver. Supposons que sur le crayon, il y a des échardes. Votre chien va faire de la protection de ressources sur du caca de cheval ou sur des éléments. Là, j'avoue, j'ai pas des mouchoirs en papier dans la rue qui sont malpropres. Et que dans ce cas-là, vous n'avez pas possibilité. Le temps est parce qu'il n'est pas encore à cette étape de pouvoir lâcher et de vous laisser prendre convenablement. Oui, à ce moment-là, personnellement, je n'ai aucun scrupule. C'est faire une tromperie, d'envoyer quelque chose de beaucoup plus intéressant ailleurs pour le chien et de tout de suite dégager ce qui l'intéressait. Et à ce moment-là, je réajoute au moment où il va pour regarder, supposons le mouchoir, je rajoute à nouveau quelque chose. Donc, vous avez le chien qui est passionné. Je vais essayer de vous trouver... Bon, une gomme. Allez, il est passionné par la gomme. Il ramasse une gomme dans la rue. Moi, je veux qu'il la lâche. Donc, je vais lui présenter une friandise de l'autre côté. Par là. Il la lâche. Il va voir la friandise. Et au moment où il se retourne pour revoir la gomme, là, je lui redonne à nouveau quelque chose. Je lui montre à quel point l'objet auquel il tenait n'a pas d'intérêt, est beaucoup moins intéressant. Pourquoi j'agis comme ça? Pour que votre chien ne considère pas que quand vous allez faire un travail de modification, quand il fait de la protection sur une ressource, c'est un piège. Le risque, c'est de commencer vos séances. Je t'envoie une friandise. Déjà, je suis dans une zone où tu ne gères pas bien. Je t'envoie une friandise, tu t'en vas, je prends ce que tu protégeais. Et en plus, on parle d'un de ces jouets, autant dire que... Pourquoi? Vous allez de tout à lui rendre. Si c'est de la nourriture, si c'est une paire de chaussures, si c'est un sac à main, dans tous les cas, lui, il va considérer que la friandise est devenue un piège. La friandise annonce que vous allez vraiment bel et bien le voler, ce dont il craignait au départ. Donc, il avait bel et bien raison de protéger votre chaussure. Voilà, vous n'avez plus qu'à trouver une autre paire. Donc, par la suite, il va être beaucoup plus hostile. Il va montrer encore une zone d'intolérance beaucoup plus grande. Donc, c'est vraiment dans les cas d'urgence ou les cas où votre chien n'est pas encore assez avancé dans cette modification que vous allez opter pour une stratégie de tromperie. Sinon, il est évident qu'on n'utilise pas ça. Et on n'hésite surtout pas, dans ce cas-là, on a le leurre pour l'éloigner de l'objet qu'il garde. Et ensuite, on a le renforçateur pour le féliciter et marquer et lui indiquer super, tu vois, t'as bien agi, t'as bien été prendre cette friandise, t'as bien délaissé cette chose, c'est encore mieux. Donc, après, on pourrait dire beaucoup de choses sur la protection de ressources. On pourrait y avoir des jours et ça sera encore plus intéressant de pouvoir vous montrer des exemples concrets avec des chiens. Même si ça serait peut-être ennuyeux dans la mesure où je ne travaille pas avec un chien qui va réagir, je fais en sorte que le chien ne réagisse pas.
Surtout puisque, en général, quand je suis contactée sur de la protection de ressources, c'est plus souvent parce que les gens vont s'alerter quand le chien fait preuve d'hostilité. Gardez bien à l'esprit que le chien peut faire l'hostilité, mais aussi de l'évitement. Après tout, quand on est dans les transports en commun, si on garde notre sac plus près, c'est de l'évitement. On ne peut pas s'échapper, mais on fait en sorte de protéger plus près. On n'agresse pas tous les passagers du métro, du train, pour qu'ils s'éloignent de notre ressource. C'est juste qu'on la garde. On évite que toute personne puisse s'en approcher. Alors, je vais attendre un petit instant et voir si vous avez des questions ou des remarques ou des anecdotes, des choses que vous souhaiteriez partager ou essayer de comprendre au-delà, savoir s'il s'agit de protection de ressources ou s'il peut s'agir parfaitement de tout autre comportement qui parfois peut être confondu avec de la protection de ressources. Alors, n'hésitez pas dans les commentaires. Alors, Elisabeth nous dit, petite anecdote, j'ai réussi à faire du troc avec mon chien qui avait trouvé deux pigeons morts dans le jardin. Waouh, génial, génial. Parce que pour certains chiens, des animaux morts, en plus, là on est sur de la facilité, euh, un animal en soi, ça peut être très appétant, ça peut être très intéressant. Euh, si en plus ils étaient sympas les cas d'empoisonnement dans les résidences. Ça peut être d'autant plus dangereux dans ce cas-là. Et c'est pour ça que effectivement, faire du troc en cas de doute, vous avez des endroits, des parcs et des forêts où des gens vont laisser des boulettes de viande empoisonnées avec de la mort au rat. La mort au rat ayant une odeur très sympathique pour les chiens, ils vont s'y précipiter. Vous pouvez aussi avoir des, du verre pilé aussi dans des boulettes pour attirer les chiens. Euh, Enfin, plein de malveillance. Donc, pouvoir faire du troc, si jamais il y a le risque que votre chien ait du mal avec le troc, l'apprentissage du tu donnes, tiens, tu reprends. Vous pouvez le faire, vous voyez, par exemple, si je reprends Bluey, tu prends, tu donnes, tu prends, tu donnes, tu prends, tu donnes, tu prends. Facile, rigolo. Vous faites ça de façon répétée avec quelque chose qui a de la valeur mais sans plus pour votre chien, vous le généralisez et ça va permettre qu'il soit plus aisé à pouvoir donner quelque chose, même s'il ne fait pas de la protection de ressources, potentiellement qu'il soit capable de lâcher aisément. C'est après savoir aussi avoir une pyramide hiérarchique de ce qui a de la valeur pour votre chien. Là, visiblement, Elisabeth a réussi à ce que les pigeons morts aient moins de valeur que ce qu'elle proposait à ce chien. Mais je connais des chiens, il va falloir trouver vraiment mieux que la patte de lapin, les knackis. Oui, alors, j'en connais, mais ça suffirait pas. euh, D'autres, ça aurait vraiment beaucoup de valeur, donc ils prendraient tout de suite. Euh, Avoir conscience aussi que la façon dont on fait le troc dans ce cas-là va avoir aussi de la valeur. Ça, pour certains chiens, le fait qu'on envoie au loin plutôt qu'on simplement donne va avoir plus d'intérêt euh, parce qu'il y a un effet de poursuite. Pour certains chiens, si on envoie au loin, bah ouais, mais il faut que j'aille me déplacer, abandonner mon pigeon mort là qui est juste devant moi. Et c'est ce genre de chien où il faut donner directement pour faire le troc. S'il y a des cas d'empoisonnement ou des choses comme ça, n'hésitez pas à vous protéger vous aussi, hein, parce que même si votre chien n'avale pas, mais que vous devez éloigner un animal mort, mais qui a des risques, ça
c'est important que vous n'ayez pas de contact non plus avec, ça peut être des sacs à caca. On n'y pense pas toujours, mais ça peut protéger. Au moins, vous prenez avec la main protégée. Donc, des petites choses comme ça qui peuvent être utiles. Après aussi, quand vous faites du truck, évitez de faire du truck avec un élément sur lequel votre chien va faire de la protection de ressources en plus. Alors, en fait, quand le chien... Alors, j'essaye de voir. Nadia, euh, si le chien vole un objet auquel nous tenons, on veut récupérer. Alors, en fait, on ne prend le troc que en cas d'urgence. Personnellement, je ne suis pas pour le troc quand le chien fait de la protection de ressources. Si c'est juste pour lui un jeu, bah allez, j'y vais. La problématique, c'est que si c'est systématique et qu'effectivement on envoie la friandise et que le chien fait de la protection de ressources, euh, effectivement, dans ce cas-là, supposons, je vais reprendre de façon concrète. J'envoie une friandise hop, par là. Bluey considère déjà que je vais voler le stylo. Donc il se méfie déjà de moi. Mais je vais lui donner, j'envoie hop, une friandise là. Il va lâcher le crayon et il va y chercher la friandise. Je le vole, je récupère mon crayon. Oui, et lui il revient, il fait l'association. Friandise, je perds. Le crayon, quand on est sur un événement unique, une situation vraiment particulière, qui arrive une fois, c'est pas grave, le chien peut l'oublier. Si vous, chaque fois, surtout qu'un chien qui fait de la protection de ressources, il va pas avoir une seule opportunité d'avoir ce comportement-là. Donc si c'est une fois par jour qu'il a ce type de comportement, et que vous faites ça tous les jours, oui, envoyer une friandise finit par lui dire, attention, l'envoi de la friandise veut dire, je vais prendre ce qui est à moi. La perception de l'humain, c'est chouette, je vais pouvoir récupérer grâce à la friandise. Sauf que dans sa tête, le chien, lui, c'est tu vas m'envoyer la friandise. Tu viens de m'envoyer une friandise. J'ai appris depuis plusieurs jours, chaque fois que tu fais ça, tu récupères ce à quoi je tiens. Oui, c'est votre objet à vous, en tant qu'humain. Mais lui, s'il fait la protection de ressources, il le considère à lui. Il n'a pas tout à fait compris que j'étais pas vraiment à lui. Donc à ce moment-là, si c'est sur un événement particulier, que vous avez besoin de le récupérer, et je parle vraiment d'un chien qui fait de la protection de ressources, pas un chien qui décrit je vais prendre ton sac à main parce qu'à chaque fois tu t'occupes de moi. Bah oui, parce que certains chiens ont compris, je prends ce qui t'appartient parce que tu as envie d'aller le récupérer et tu me cours après et tu joues avec moi et tu m'accordes de l'attention. Dans ce cas-là, c'est pas de la protection de ressources avec de l'évitement, c'est juste qu'il a très bien compris que vous alliez courir après lui et que ça lui permet d'avoir un moment avec vous. Bon bah voilà, malheureusement c'est comme ça qu'il a vu les choses, donc il en profite. Ça ne veut pas dire qu'il vous sera hostile si vous le rattrapez et que vous allez ensuite... bonne soirée Isabelle. Ensuite, pas pouvoir récupérer votre objet. Je parle vraiment d'un moment où le chien va montrer de l'hostilité et vous n'allez pas pouvoir récupérer l'objet. Si vous répétez tous les jours, j'envoie la friandise, je récupère. Eh ben oui, envoyer la friandise veut dire tu vas perdre ce que tu considérais être à toi, même si en fait c'était à moi. Alors que si c'est une fois, parce qu'il y a une fois où il faut le récupérer, et que tous les jours en fait vous mettez en place ça, un changement de perception pour votre chien. Ses comportements vont se réadapter simplement parce que dans sa tête, il ne vous verra plus comme ah, quand on voit une friandise, tu vas me voler. Mais ah, quand on voit une friandise, tu bouges pas et t'attends. Ah, tu te rapproches et j'ai une nouvelle friandise. L'autre chose, c'est que tout à l'heure, je disais, supposons que Bluey, sa zone de tolérance soit là. Petit à petit, elle va s'agrandir. Sauf que moi, si je suis là, alors qu'avant, il tolérait juste que je sois là, si sa
sa zone d'intolérance se réduit, moi je ne vais plus rien lui envoyer en étant là. Je ne lui enverrai plus que si je suis là. L'objectif étant que dans sa tête, évidemment, là je fais de l'anthropomorphisme parce que je ne sais pas ce qu'il a vraiment dans sa tête. Mais pour l'avoir vu sur maintes cas, c'est le chien dans ce cas-là, si je n'approche pas assez, en fait il finit par venir vers moi. Parce qu'il a compris que plus je m'approche, plus je donne, et si je ne suis plus assez près, bah c'est pas bon pour lui, c'est pas gagnant. Donc le troc, c'est vraiment pour des cas d'urgence, pour des cas spécifiques et sur des situations isolées. Pour éviter que votre chien, effectivement, finisse par considérer que friandise, oula, toi, à chaque fois, tu récupères ce que je considère à moi. Ça ne veut pas dire que c'est vraiment à lui, hein, qu'on soit d'accord. Votre lit, normalement, n'est pas à lui. Vous pouvez le partager avec lui, mais il n'est pas à lui. Votre voiture n'est pas à lui. C'est juste, si c'est sur un événement isolé, c'est pas grave. Si c'est répété, effectivement, il va apprendre que ça devient un piège. Et là, le travail que vous aurez à faire sur un changement de perception sera beaucoup plus complexe parce que la friandise aura pris une valeur négative. J'espère que ça a répondu à ton incompréhension. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu as besoin que je reformule autrement peut-être. Alors, s'il n'y a plus de questions ou s'il n'y a plus de commentaires ou d'anecdotes, je vais mettre fin au live pour ce soir. Vous allez pouvoir le retrouver sur la page de Canine Voice et vous pourrez le réécouter. Si vous avez après coup des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les mettre dans le commentaire et dans ce cas-là, j'y répondrai ultérieurement si besoin. Alors, pour un comportement qui se répète et que ce n'est pas très clair, si c'est une demande d'attention ou de la protection de ressources, nous devons quand même utiliser la friandise, mais en réduisant la distance petit à petit, c'est bien cela. Alors, pour une demande d'attention, moi j'évite de courir après le chien, s'il court comme ça. Euh, Simplement parce que, en fait, ça peut devenir à un moment donné ennuyeux. Donc, je vais plutôt travailler sur d'autres types de comportements pour qu'il montre qu'il a une envie d'attention que de me voler des. Surtout si c'est pour me prendre des objets à moi. Mais si c'est sur la protection de ressources, oui, tout à fait. On réduit petit à petit la distance en ajoutant des friandises. Après, c'est pas vous n'avez pas d'obligation d'utiliser la friandise. Personnellement, je l'utilise parce qu'elle permet de se mettre aussi en sécurité et le chien n'a pas d'apprentissage à faire pour apprécier la friandise, à part s'il a des maladies spécifiques. Mais dans ce cas-là, c'est simplement choisir la bonne friandise, le bon aliment. Euh, Ça permet de se mettre à distance et de pouvoir envoyer au plus près. Évidemment, envoyer, ça veut dire vous faites glisser au sol. On évite de frapper le chien avec la friandise, même si ça peut avoir l'air sympathique et rigolo. Il est avoir conscience que le chien à ce moment-là, il est
potentiellement peut-être un peu tendu quand même. L'idée étant qu'il ne le soit pas vraiment complètement, parce que sinon vous êtes déjà trop près. Donc il vaut mieux reprendre un peu de distance. Et effectivement, vous réduisez la distance. Personnellement, ça m'arrive de jouer après, quand je suis au plus près du chien, à augmenter, réduire la distance pour qu'il voit que faut qu'il ait envie que je sois encore plus près et que je joue avec l'objet ou l'élément qu'il veut protéger pour qu'il obtienne quelque chose. Et petit à petit, en fait, vous n'avez plus besoin de la friandise du tout, puisqu'il vous laisse interagir sans problème avec son jouet, son lit, le lieu, la nourriture. Donc, dans ce cas-là, ça permet. C'est vraiment pour ça que j'utilise la friandise dans ce genre de situation, sans même réfléchir à d'autres outils, simplement parce que ça permet de se mettre en sécurité à une certaine distance et qu'il n'y ait pas d'étape brûlée. Parce que si par exemple, euh, je vais pour caresser Bluey alors qu'il veut protéger le crayon et qu'il n'est pas encore arrivé à l'étape du je touche le crayon, si je le touche lui et que j'ai le malheur de le caresser sur une zone où il va considérer que je peux potentiellement essayer d'attraper le crayon, euh, soit il va faire de l'évitement, et dans ce cas-là, il faudra que je fasse un petit pas en arrière, soit il va montrer de l'hostilité. L'objectif étant vraiment qu'il n'y ait aucune réaction et que le chien se dise oh, mais c'est trop génial quand t'approches. Dites-vous que c'est comme si quelqu'un s'approchait de votre voiture, de votre téléphone, de votre ordinateur. Et à chaque fois que la personne s'approche, elle vous dépose un billet de 500 euros, dollars, enfin ce que vous voulez, même si j'en ai jamais vu, mais un gros billet, quelque chose que, à moins que vous montriez peu d'intérêt au billet en question, à force que la personne vienne, mais juste elle fait que passer, elle vous dépose. Vous allez peut-être vouloir qu'elle reste un peu plus longtemps. Et elle reste plus longtemps et elle rajoute à chaque minute où elle reste. Oh, vous allez adorer qu'elle soit près de votre ordinateur. Mais si elle est près d'autre chose, elle donne rien. Ouh, vous allez l'inviter. C'est vraiment sur ce principe-là. Merci Julie. Je vous dis à tous à bientôt sur la page de Canine Voice. Et puis, j'espère que ça vous aura déjà aidé un maximum. Et n'hésitez pas si vous avez d'autres questions en commentaire. À bientôt!